Bonjour tout le monde, vous écoutez Nos langues dans ton oreille, le podcast où on va parler bouquins, on va parler lecture, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi, c'est Isabelle. Et aujourd'hui Isabelle, nous allons parler non pas de la vue, mais des arts visuels dans la littérature. Voilà. Alors, je trouvais que ça permettait d'élargir un petit peu par rapport au tableau, mais j'avoue que je me suis beaucoup centrée sur les tableaux quand même. Très bien, très bien. Bon, mais ne précipitons pas les choses. Avant ça, j'aimerais quand même savoir ce que tu as bien pu lire d'intéressant depuis la dernière fois. Alors, bizarrement, j'ai relativement peu lu. Ouais. Je pense que c'est le retour au travail qui fait. Hein. Alors, j'ai terminé de lire Didier Ribon. D'accord. C'était bien. J'ai moins aimé toute la partie vraiment de sociologie pure. Donc Didier Ribon, il retrace son parcours de transfuge de classe, comme il dit, parti d'un milieu très populaire jusqu'à professeur de sociologie. Et au milieu, par contre, il fait une grosse analyse du vote FN par les classes populaires. D'accord. C'est intéressant, mais on s'éloigne du côté autobiographique qui me plaisait bien. Ouais. Donc ça, c'était un peu long. D'accord. Et j'ai enchaîné de manière très très classique et très consensuelle, je pense, en ce moment. J'ai commencé La Peste de Camus. Parce que je me suis dit, bon, quand même, s'il y avait un moment pour le lire, c'était maintenant. Et effectivement, c'est assez troublant à quel point c'est pertinent. La seule différence, j'ai l'impression, dans ce qu'on y raconte, c'est que nous, on a Internet et une capacité à joindre facilement les gens qu'on apprécie. Oui. Mais c'est vrai que la moindre des pages, je m'arrête, je la surligne, je fais mais c'est ouf. Enfin, ça ressemble vraiment à ce qu'on vit actuellement. D'accord. Et voilà, bon, c'est presque un peu narcissique de dire ça en ce moment, parce que c'est juste on lit à chaque page et on se dit ah mais c'est trop ça. Voilà, c'est vraiment le plaisir de cette lecture là en ce moment. D'accord. Je vois. Et toi? Bah moi, ça me faisait penser ce que tu disais sur Héribon. Je me suis remis dans le deuxième sexe de Beauvoir et je voulais, en fait, à la base, j'avais l'intention de recommencer là où j'avais arrêté il y a 10 ans, c'est-à-dire au deuxième tome. Ok. Mais en fait, dont j'espère qu'il sera enfin, j'ai l'impression, et j'espère que ça sera vrai, que c'est le plus fondamental pour Beauvoir et sa pensée et son féminisme. Oui. Mais le premier, je voulais quand même repasser un petit peu sur des étapes pour voir le constat qu'elle fait, l'état des lieux, historico, tout ça. Et j'y ai retrouvé avec un peu plus de clairvoyance que quand je l'avais lu pour la première fois, mais les mêmes forces et les mêmes réticences que j'ai par rapport à certaines des analyses qu'elle fait, qui sont, on va dire, peut-être ancrées dans son époque et dans son milieu existentialiste. Donc, pour tout ce qui est concret, c'est pour ça que j'en attends beaucoup du deuxième tome, en fait. Tout ce qui est analyse concrète de son point de vue de femme dans sa société, je trouve ça toujours super brillant, encore d'actualité, machin. Dès qu'elle essaye de faire un point très général sur la femme dans l'histoire, etc., je grince des dents parce que son point de vue, disons sa théorie de l'histoire, sa théorie, sa philosophie, tout ça, je les trouve très datés parce que voilà, ce qu'elle dit sur les sociétés primitives et tout, je trouve que ça résiste pas à 60 ans d'archéologie et d'anthropologie. Et donc il y a beaucoup de, alors même qu'elle analyse de son côté des mythes, il y a beaucoup de mythologie dans ce qu'elle dit des origines de l'humanité et du coup de la justification de l'oppression initiale des femmes. Oui. Et surtout, ce qui moi m'a hérissé le poil, mais du coup ça m'a fait relire un peu mes notes de certains bouquins et tout, c'est un petit mot qui revient tout le temps, qui est le Mitsein. Le Mitsein, qui est un mot allemand qu'elle met en italique, et je me suis dit c'est bizarre, pourquoi ce concept et en fait c'est un mot qui vient de Heidegger. Donc Heidegger, quand on connaît Heidegger, on connaît le Dasein, l'être là, mais le Mitsein c'est l'être avec. Et je me suis, enfin ça m'a pas empêché de continuer à lire, mais tu vois, le verre est dans la pomme parce que Heidegger, il y aurait même pas un épisode, mais un podcast à part à faire pour décortiquer le problème que pose ce philosophe dans la philosophie française, alors que c'est un penseur nazi.
et sa présence dans un des livres fondateurs du féminisme actuel, ça m'a un petit peu interpellé, mais je me suis dit, bon ben voilà, maintenant tu sais qu'il y a du Heidegger très présent chez Beauvoir, donc il faut se méfier, il n'y a pas que du Sartre, et du Beauvoir évidemment. Bon, en gros voilà, si je devais résumer de manière caricaturale, tout ce qui m'a l'air d'être du Beauvoir, j'adore. Quand c'est Sartre, bon, je tolère, et quand c'est Heidegger, là je grince des dents. D'accord. Bah, de toute façon, le deuxième tome est vraiment beaucoup plus centré sur l'actualité, enfin l'actualité contemporaine, hein, mais qui s'écarte en tout cas du domaine historique et philosophique pour vraiment être une œuvre d'observation. Ouais. Et enfin, c'est marrant parce que je parlais hier justement du deuxième sexe parce que on parlait du ménage parce que je suis hyper casse-pied sur la vaisselle et et je sais plus, il y avait tout un truc sur une phrase de Beauvoir que j'adore qui est l'enfant est l'ennemi des parquets cirés, en montrant que les deux tâches qui incombent à la ménagère, c'est s'occuper des enfants et c'est tenir la maison, et que c'est deux tâches diamétralement opposées. Ouais. Et voilà, et ça se résume. Moi, voilà, on parlait du sens de la formule, et moi, ça m'a toujours marqué l'enfant est l'ennemi des parquets cirés. Ça me faisait beaucoup rire. Tout à fait, je confirme, c'est drôle. Bon, on pourrait en parler pendant des heures. Simplement pour dire que j'ai vraiment eu des hauts et des bas, des moments où je me dis ah mais putain mais il faut que tout le monde lise ce bouquin et tout, et puis il y a des moments où j'étais plutôt bon, faudrait que je demande à Isabelle s'il y a pas des versions un peu plus récentes au niveau des sciences humaines, parce que cette histoire cette histoire de transcendance et d'immanence, je me souviens de l'avoir subi il y a 10 ans quand je le lisais pour la première fois, en me disant ok, bon, transcendance, immanence. Maintenant que j'ai un peu plus de bouteilles et que je sais que c'est des concepts bien circonscrits dans l'existentialisme, et que je sais que moi c'est pas un ensemble d'outils de pensée qui me sont utiles, je les laisse là où ils sont, mais j'essaie de voir les autres choses ces points de vue qu'elle peut avoir, qui sont super efficaces, super intéressants, quoi. Bah, tu verras que même par exemple tout le paragraphe sur les lesbiennes est assez drôle parce que justement il est plutôt daté. Après bon voilà, sur d'autres choses ça me semble encore très actuel, ce qui est effrayant mais en même temps intéressant. Ouais, c'est sûr. Donc, on a déjà un petit peu commencé à présenter le thème dans l'intro, mais vu que c'est un thème que tu avais choisi, Isabelle, si je me souviens bien, je te propose d'expliquer pourquoi. Alors pourquoi ? Bah parce que déjà j'avais l'impression qu'on était dans un... Je pense que c'est toi qui avais suggéré, on était dans un peu un effet de série, puisqu'on avait traité l'odorat et le goût, et la dernière fois l'ouïe. Et puis je crois que c'était en plaisantant, tu m'as dit est-ce qu'on fait la vue ? Pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on traite un sujet, on dit toujours ah là là c'est trop large. Et je me suis dit bah la vue, on peut prendre n'importe quel livre et partir sur les descriptions. Après ça peut être un thème de traiter la description. C'est vrai. Mais je me suis dit tant qu'à limiter, il me semble que si on parle des arts visuels plutôt que de la vue strictement, ça nous permet déjà de réduire l'interrogation et peut-être d'être plus pertinent que quand on dit des choses générales. Tout à fait. Voilà. Et puis j'aime bien là. Je veux dire, j'ai une formation un peu en histoire de l'art, tout ça, donc ça me plaisait aussi de retrouver ce domaine-là. Et ouais, d'accord. Et du coup, toi, tout de suite, tu as pensé à quoi quand spontanément, quand j'ai parlé des arts visuels, je pense à rien. C'est ça qui m'a... Enfin, si peut-être à quelque chose. Tu me diras justement, je pense que j'avais des scrupules à le mettre dans les extraits de fin. Moi, spontanément, j'ai pensé à Claude Ponty. Comme je l'avais déjà cité, j'hésitais à le remettre là dans les extraits de fin. Donc ça, c'est une bonne excuse pour quand même en parler sans le mettre dans les devinettes. Donc moi, j'ai pensé à Est-ce qu'hier n'est pas fini de Claude Ponty, qui est un livre qui m'a amené à aimer les arts visuels, justement. D'accord. Alors ça parle pas que de ça, hein, mais donc ça décrit Victor, qui est un étudiant aux Beaux-Arts. Ah oui, je me souviens. En mai 68. Et il y a notamment un truc que j'avais... quand j'étais en seconde, je l'avais recopié sur une feuille tellement je trouvais ça beau. Donc il est en cours de dessin. Et il doit peindre des plumes.
Donc la prof a ramené plein de plumes, ou elle leur a demandé de ramener des plumes. Et donc tous les étudiants sont en train de peindre. Et donc là je cite, Victor peignit ses plumes, d'abord la blanche et ensuite les autres. Les 2 plumes de canard et celle de perdrix. La colère montait en lui. Ce n'était pas ça, apprendre à peindre. Il repoussa les plumes vers le haut de la feuille. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire que ces plumes soient ressemblantes? Ce qui comptait, c'était que la grande touffe d'herbe de Dürer soit poignante, qu'elle l'étreigne, qu'elle lui crève la poitrine et qu'elle lui prenne le cœur, avec cette douceur, cette compassion, cette violence tendre dont parlent les transfigurés. C'est au-delà et en deçà, avant le coup de pinceau, avant le mélange des couleurs, avant leur broyage sur la pierre dure, avant la pensée du geste, avant le pinceau. La prof s'approcha de la table, du revers de la main elle écarta les plumes posées sur le papier. Puis, elle essaya d'écarter une plume que Victor venait de peindre. Elle se rendit compte de son erreur et sourit. Qu'est-ce qui ne va pas, le vent? J'y arrive pas. Et ce passage-là, mais il m'a bouleversée vraiment quand j'étais ado. Et même là, en le revoyant, je l'aime toujours. Ça marche beaucoup mieux justement, parce qu'on est dépendant de la phrase qui le dit, et du coup, l'illusion vécue par le personnage est aussi dite par la phrase, et du coup, ça marche super bien, Bah oui. alors que si tu veux faire ça dans un film, c'est pas possible, quoi. C'est ça, c'est vraiment le côté... voilà, ce rapport à la peinture. Et puis aussi le fait que... Moi, je connaissais pas Dürer trop à cette époque-là, et donc vraiment, la grande touffe d'herbe, je me disais, qu'est-ce que c'est? Et je pense qu'à l'époque, j'ai été le voir sur Internet, pas directement sur mon smartphone, mais j'ai dû rentrer chez moi et chercher ça. Et c'est vrai qu'à première vue, je me disais, bah, qu'est-ce qu'il lui trouve à cette grande touffe d'herbe? Et voilà, et qu'un auteur, enfin qu'un personnage dans un roman me dise que cette œuvre-là, elle avait un intérêt, et je l'ai cherché l'intérêt, tu vois. Enfin, c'est vrai que quand tu vois la grande touffe d'herbe de Dürer, bah c'est une grande touffe d'herbe. Et cette œuvre, elle a changé mon regard sur une autre, vraiment. Le fait que le personnage parle de la grande touffe d'herbe et qu'il dise qu'elle soit poignante et qu'elle l'étreigne, bah ça m'a obligé à chercher ce qui pouvait autant émouvoir le personnage. Voilà. Ouais, carrément. Bah, là, ça me fait penser à une des choses que je m'étais dite en réfléchissant à la question des arts visuels dans la littérature, c'est que j'ai l'impression que ce sont 2 arts qui marchent main dans la main. Oui. Dans le sens où, et surtout dans le sens de la peinture vers l'écriture, mais l'un appelle l'autre. En fait, la peinture fait parler. Oui. Et du coup, elle fait écrire. Beaucoup. Elle fait beaucoup plus que peindre, en fait. C'est un peu... ça se critique, évidemment, ce que je dis, mais j'ai l'impression que la peinture, vraiment, il y a une sorte d'aiguillon pour la littérature, quoi. Un tableau, s'il y a personne pour en parler, bon... Oui, bien sûr, t'as les gens qui vont dire oui, mais ça fait une expérience physique quand je le vois et tout, et sans doute. Mais pour moi, beaucoup plus que la musique, mais peut-être parce que je suis plus musique que peinture dans mon expérience individuelle, je sais pas, mais j'ai l'impression que la peinture, si ça s'engage pas dans une discussion, dans le fait de donner de la valeur, de donner du sens, d'exprimer ce que tu... ça se suffit pas à soi-même. Et du coup, en fait... est-ce que j'irais jusqu'à dire que la peinture est une catégorie de la littérature? Voilà, tu provoques. De toute façon, comment disait notre cher président qu'il vienne me chercher? Bah, certains artistes, à mon avis, là, certains peintres, ils risquent de venir te chercher, effectivement. Bah oui. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai l'impression... toujours pour être précise, hein, si je veux passer par... forcément, dans les livres que j'avais sélectionnés pour en parler, j'ai sorti Harbour. Enfin, voilà, ça me paraissait un bon... Effectivement. Donc, à rebours de Huysmans. De Huysmans. Et j'ai même pas fait exprès, j'ai ouvert le livre et évidemment, je suis tombée sur toutes les descriptions de la Salomé de Gustave Moreau. Ouais. Et... oui, je pense que c'est quand même très difficile aujourd'hui d'évoquer l'un sans l'autre. Enfin, Huysmans, moi, il m'a... Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est par exemple que j'ai une édition pocket, toute basique, qui n'a justement pas choisi de tableau de Moreau pour illustrer la couverture. Mais j'ai l'impression que c'est difficile de penser à Huysmans sans penser à Gustave Moreau. Et c'est difficile de penser à Gustave Moreau
sans avoir le discours de Thésée Sainte sur l'œuvre, hein. Parce que la Salomé, voilà. Moi, j'ai un truc. Je vais te dire comment on peut voir du Gustave Moreau au musée d'Orsay, par exemple, sans penser à des Sainte, c'est de n'avoir pas lu à rebours, comme moi. Mais effectivement, je pense qu'une fois que c'est lu... Et puis maintenant que tu me l'as dit, de toute façon, mon esprit est parasité. Du coup, tout ça, ça me fait penser au fait que... Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de mouvement, c'est une question d'histoire de l'art, quoi, des arts. Il y a cette histoire de mouvements qui vont un peu main dans la main, le romantisme, le classicisme, le symbolisme, puisque tu parles de Huysmans et Moreau. Il y a cette idée, donc je disais qu'ils vont main dans la main, et c'est vrai que c'est peut-être simplement aussi une façon de voir l'histoire des arts, mais c'est vrai qu'il y a une interconnexion, quoi, entre toutes ces figures, tous ces artistes, en fait. Parfois, on a tendance à considérer, il y a les arts plastiques, et puis il y a la littérature, c'est différent, etc. Et c'est vrai qu'il y a plein de raisons qui font que c'est différent. C'est pas le même rapport au signe, c'est pas le même rapport à plein de choses, mais les enjeux, en tout cas pour la modernité, on va dire, sont les mêmes, quoi. C'est de l'art. Oui. Et de manière générale, de toute façon, c'est... Enfin, je pense que de manière générale, les artistes forment une forme de communauté. Enfin, le naturalisme, tu le rapproches de l'impressionnisme. Le romantisme, de toute façon, ils ont le même nom. Enfin, il y a quand même une communauté des mouvements et des recherches et des questionnements. J'ai l'impression qu'il y a des questionnements qui sont poursuivis parallèlement par la littérature et par les arts visuels, justement. Tout ça culmine dans le surréalisme. Oui. Maintenant que j'y pense, j'y pensais pas avant, mais j'ai l'impression que ouais, il y a c'est une période dans l'histoire de l'art, en fait, ça. Cette pensée par mouvement et du coup le rapprochement aussi peut-être des problématiques, parce que c'est un rapprochement des individus. Oui. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu au-delà de ça maintenant. Il y a un autre problème dans l'histoire de l'art qui est le postmoderne, mais ça c'est pour un autre épisode, parce que sinon on est parti pour 1 heure qui seront coupées à la fin. Mais je disais ça parce que quand je pense au romantisme, j'ai l'impression que c'est déjà plus un jugement de critique, en fait, ou de public, qui ensuite est plus ou moins revendiqué par les artistes. Pareil pour le classicisme, hein. Je sais pas à quel point on parle d'art classique avant le romantisme, en fait, tu vois, par repoussoir. Oui. Et par contre, le surréalisme, mais même le symbolisme, c'est déjà des gens qui s'affirment, qui ont une bannière, qui se proclament surréalistes. Mais à partir du moment où t'as des manifestes, je pense que ça peut même... Ça peut même... Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que là, je viens d'y penser. Finalement, la constitution du mouvement pictural, elle passe par l'écrit. Courbet, quand il monte le salon des refusés, il publie un manifeste en même temps. Ouais. Et donc, c'est vrai que la voix, la littérature, enfin l'écrit va accompagner ces proclamations de ce qu'on est. Le discours va forcément accompagner c'est ça, c'est le discours. La démarche artistique. Oui, ça va main dans la main. Et alors, bon, je te propose un détour historique. Il y a un autre truc auquel j'ai pensé, moi, tout de suite, quand on a choisi le thème. Alors, attends juste, voir si c'est le même. Est-ce que t'as pensé au bouclier ? Oui. Ah, trop fort. Parce qu'en fait, pour ceux de notre auditoire qui n'y auraient pas pensé, non, je vais le dire autrement. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que la description d'œuvres d'art est un genre littéraire presque à part entière, en tout cas une catégorie stylistique, une catégorie stylistique, qu'on appelle donc comment, Isabelle, en grec ? L'ekphrasis. L'ekphrasis, et qui trouve son origine dans l'Iliade, par la description du bouclier d'Achille. Voilà. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le premier ? Est-ce qu'on a ou est-ce que c'est devenu vraiment
le point d'accroche. Est-ce qu'on sait si c'est vraiment la première œuvre décrite? Parce que ça me semble bizarre presque, ça me semble trop tardif. Ouais. Bah, écoute, je ne sais, je parle pas sumérien, donc comme tu sais que j'aime pas lire en traduction, je suis pas allé lire Enkidu et Gilgamesh, mais ouais, il y a peut-être des descriptions d'œuvres d'art, mais en gros, de toute façon, c'est de l'ethnocentrisme, et puis c'est parce qu'il y a toute une tradition ensuite on va dire dans les belles lettres et la stylistique qui ont, depuis, on va dire, le XVIIe siècle, qui ont puisé là-dedans, en disant, voilà, c'est l'exemple. Mais donc, je sais pas, peut-être justement discuter de la place de ce bouclier qui a une... En fait, la description, elle est pas... Enfin, c'est une description d'œuvre d'art, mais elle a une fonction narrative. On décrit pas l'œuvre d'art. Par exemple, Huysmans, quand il décrit la Salomé, c'est vraiment... Excuse-moi, mais ça fait 2 fois tu dis la Salomé comme on dirait la Jacqueline. Oui, ça me choque pas, moi, mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Je trouve ça drôle. Mais du coup... Pardon. Oui, bah, parce que pour moi, tu vois, Salomé, c'est le personnage, et la Salomé, c'est la peinture, en fait. Bien sûr, non, mais je disais juste, ça me faisait rire, quoi. Bah oui, je comprends. Maintenant, c'est à l'inverse, tu m'as parasité de ce point de vue-là, et je ne pourrais plus dire la Joconde sans penser à la Germaine. Mais tu vois, je pense que là, il y a la différence entre et c'est là qu'on va voir se dessiner deux exphrasis différentes, où celle de l'Odyssée, elle est... L'Iliade. Dans l'Iliade, pardon. Elle a un but, en fait. Elle a un but narratif, et elle arrive pas n'importe comment. Elle a un but prophétique, même. Alors que, dans beaucoup d'autres œuvres, j'ai l'impression que des fois, la description de l'œuvre d'art, elle sert à rendre cette œuvre d'art présente. Oui. T'as une fonction descriptive beaucoup plus importante que sa fonction narrative, et en fait on te raconte une histoire dans l'histoire grâce au bouclier. Oui, c'est ça. Et comment faire en sorte que cette prophétie se manifeste par un objet fait par les dieux, c'est ça en gros. Oui, pour ceux qui n'auraient pas lu l'Iliade, d'ailleurs moi je l'ai pas lu en entier je crois, mais je me souviens de m'être fait une opinion sur le bouclier d'Achille, donc j'ai dû aller au moins jusque là. J'ai surtout lu l'Odyssée. En fait, c'est étonnant parce que on te parle avant de le lire, on te dit ouais, le bouclier d'Achille, description d'œuvre d'art, machin, mais en fait oui, c'est ça, on te raconte ce qu'il y a de représenté sur le bouclier. Et ce sont des épisodes mythologiques ou prophétiques. Du coup, c'est effectivement très peu une description d'œuvre d'art, en fait. Bah oui, parce que on te dit pas, ah là là, c'est pas comme si on mettait en avant... Enfin, j'ai l'impression, par exemple, si on veut des descriptions d'œuvres d'art dans des œuvres antiques, le bouclier de Camille, pas le bouclier, le casque de Camille, il me semble, dans l'Énéide, il est presque plus vu comme une œuvre. Enfin, là vraiment, c'est des souvenirs lointains, je l'ai pas sous les yeux, mais il me semble qu'il y a vraiment la ciselure, le doré, enfin la mise en avant du travail d'artisan, voire d'artiste, alors que une perspective esthétique, quoi. Voilà, alors que j'ai l'impression que dans le bouclier d'Achille, l'œuvre d'art, même si on a vu ça comme un parangon de l'ekphrasis, l'œuvre d'art, elle s'efface presque derrière le récit qu'elle permet de faire. Voilà. Ouais, complètement. Et par contre, ça, donc bon, voilà, le bouclier, c'est une chose, mais l'ekphrasis en tant que, c'est pas vraiment un genre, et en même temps, c'est pas, ça pourrait être un genre, quoi. C'est un peu l'exercice de style, voilà, on va dire ça, pour montrer que, enfin, en tout cas dans une perspective classique et tout, c'est pour montrer que l'écriture est capable de faire autant, voire mieux que le reste des arts, quoi. Il y a ce côté un peu compétition qu'on retrouve jusque chez, je vais pas dire une connerie, mais jusque chez Heredia, je crois, en tout cas au 19e siècle, c'était sûrement, Heredia ou tous ces gens-là du Parnasse contemporain, donc entre Baudelaire et les symbolistes, quoi, qui décrit une sculpture grecque, d'un lanceur de disques, je crois. Oui. Et c'est un sonnet, je crois, qui essaye de
de faire avec les ressources du sonnet la même imitation du mouvement que l'œuvre d'art, tout en étant un sonnet sur le, la, la, la beauté de l'œuvre d'art qu'il décrit. Mais en même temps, il dit que c'est beau, et en même temps, il essaie de montrer qu'il sait faire pareil, voire mieux, avec ses règles de versification. Oui. Et c'est marrant parce que là, tu parles donc de l'exercice. Moi, j'ai devant moi les écrits sur l'art de Baudelaire. Et je sais pas quel statut dans son œuvre Baudelaire accordait à ça. Parce que j'ai l'impression que c'était quand même au début un job alimentaire, tu vois, d'écrire des critiques d'art. Ouais. Mais en même temps, tu lis des descriptions d'art par Baudelaire, tu retrouves Baudelaire. Oui, c'est sa pensée de l'art qui est en marche. Y a pas, pour moi, ça fait partie de l'œuvre. Après, lui, effectivement, les salons, par exemple, il les signait d'un pseudonyme. Mais il y avait Baudelaire dans le pseudonyme quand même, donc je sais pas trop. Bah oui, c'est ça. Je trouve ça intéressant de se poser la question de cette correspondance entre les arts. Quand un écrivain écrit sur l'art, quel statut, enfin, est-ce qu'il s'imagine que ce discours sur autre chose constitue une œuvre à part entière? C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il se vit à ce moment-là comme simple critique ou comme étant en train de produire de la littérature à ce moment-là? Et à ce moment-là, donc si on part vraiment sur le 19e, j'aurais tendance à opposer du coup Baudelaire qui écrit sur l'art en parallèle de son œuvre, ouais. mais à l'intérieur de laquelle il fait transparaître ses obsessions et ses choix et ses positions esthétiques. Ouais. Sa théorie de l'art. Sa théorie de l'art, voilà, avec c'est Constantin Guy, je crois, qui le décrit beaucoup, le peintre de la vie moderne. Tout à fait. Et en parallèle, je crois, c'est un peu plus récent, je crois, mais l'œuvre de Zola, qui au contraire absorbe un mouvement artistique pour l'intégrer directement, pour l'intégrer à son œuvre. J'ai l'impression que l'œuvre, elle manifeste juste l'attention que Zola peut porter par ailleurs au monde artistique de la peinture, sa proximité avec Cézanne, ça se manifeste parce qu'il intègre à son œuvre d'Ergon-Bacquart le milieu artistique à travers l'œuvre. Non, je vois, oui. Disons que roman ou pas, et j'allais dire même œuvre fictionnelle ou pas, même si on se doute que dans l'œuvre, c'est quand même plus ou moins du Cézanne qui est décrit. C'est quand même, quand tu as les salons de Baudelaire d'un côté et puis l'œuvre de l'autre, tu as quand même deux écrivains qui parlent de l'art, quoi. Donc, ouais. Et toi, t'as pas cette... c'est le moment où on atteint plein Proust. Je pense notamment à tout ce qu'il dit. Alors là, c'est des arts visuels, mais je m'éloigne un petit peu du tableau. Quand il décrit, me semble-t-il, c'est l'église de Balbec, je crois, qu'il a très envie d'aller voir, parce que il en a lu la description, je ne sais plus dans quoi, et il est finalement presque déçu devant l'œuvre en tant que telle, parce que le discours sur l'œuvre lui semblait effectivement plus important. Ouais. Et à la fin, dans le temps retrouvé, quand il dit que, en gros, la littérature permet de retrouver le temps en le décrivant, moi j'ai l'impression que, et c'est ce que je disais un peu avec mon histoire de grande touffe de Dürer, il me semble que la description d'œuvres d'art dans des œuvres, elle va changer ton regard sur ces œuvres. Elle va te pousser à voir ce qu'il y a peut-être de beau, ce qu'il y a de touchant dans certaines œuvres. Et moi, c'est ça qui me plaît et c'est ça qui m'intéresse
dans la manière dont on va décrire une œuvre à l'intérieur d'une œuvre littéraire. C'est cet effet combo. Je lis une œuvre, je la trouve belle, et elle m'amène à en trouver une autre belle. J'ai l'impression qu'il y a un surplus d'émotions qui arrive à ce moment-là. Ouais. Et voilà, c'est ce qui me plaît. Et du coup, je me demandais si toi, t'avais des souvenirs comme ça d'œuvres d'art qui, parce qu'elles t'ont été décrites, ont attiré ton attention. Non. Ouais, non, parce que j'ai pas d'exemple en fait en tête de rencontres, tu vois, d'approche de l'art qui serait passée par la littérature. En tout cas, ça me revient pas, parce que pour moi, l'art, je l'ai découvert à côté. Il y avait toujours par des livres, par contre, mais j'ai pas de souvenir d'une œuvre où on m'aurait parlé de quelque chose. Je sais que dans Proust, je me suis beaucoup demandé ce que c'était que ces tableaux des vices et des vertus là, de Botticelli, je crois. Oui. Alors moi, le Botticelli qui me vient, c'est plutôt quand il décrit Odette, mais oui. Donc, je sais pas, moi j'ai cette histoire des vices et des vertus, je me souviens de m'être demandé, mais je suis jamais allé voir, enfin, ou alors je suis allé voir et j'ai oublié. Non, par contre, là, quand on parlait de Balbec, moi ça m'a fait penser à Notre-Dame de Paris. Et j'y pensais dès le début quand tu parlais d'Héribon, en fait. Parce que dans Notre-Dame de Paris, il y a un moment où ça n'est plus du roman, et où ça devient, on va dire, oui, un peu de l'histoire de l'art. Et il y a beaucoup de gens qui sautent des pages à ce moment-là, parce que t'as quand même 20 pages sur l'imprimerie et 20 pages sur l'architecture gothique. Et moi, je trouve ça, maintenant, j'en suis à un point où je trouve ça super intéressant d'avoir ces trucs dans un roman, mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où j'aurais pu être tenté de tourner les pages aussi. Ah, juste pour un point, c'est Giotto, les vices et les vertus. C'est Giotto. C'est Giotto. Très bon, voilà, c'était juste le... Alors moi, par exemple, c'est marrant parce que ça, je suis sûre de pas avoir tourné, parce que quand j'étais petite, je lisais vraiment... Et encore maintenant, hein, j'ai un peu cette lecture religieuse qui fait que il y a tant de pages à lire dans tel ordre, j'ai tendance à le faire. Oui, tout à fait. Moi non plus, en fait, mais pour être tenté, quoi. Mais oui. Mais je peux comprendre surtout Hugo, qui a quand même dans les deux sens, hein. Hugo, il peut avoir des pulsions... je pense que c'est un truc très 19e, hein. C'est quelque chose... Chez des auteurs aussi différents de Verne, Hugo ou justement Zola, il y a toujours cette passion de l'encart. Et maintenant, je vais vous raconter un truc qui va vous apprendre des choses, alors même que vous n'en avez pas envie. Et tu trouves ça dans... Alors, excuse-moi, je fais une parenthèse, mais j'ai pas trouvé ça dans Zola, bizarrement. Ah ouais. Tu penses à quoi ? Moi, je pense à ces grandes descriptions, tu vois, qui me plaisent, hein. Moi, ça m'intéresse, moi, j'aime beaucoup... mais parce que ces descriptions... Alors, ok, parce que ce que tu me dis, je le retrouve complètement dans Balzac. Oui, que je connais avec moins. l'histoire de dans Illusion perdue, t'as tout un truc sur l'histoire de l'imprimerie autour de la Révolution et les inventions techniques pour fabriquer du papier et tout. Autant dans Zola, ça a cette réputation de la description, mais en fait ces descriptions, elles sont tellement symboliques, elles sont tellement lyriques. Oui. Je pense à Nana, que j'ai lu et relu parce que c'était au programme de la première agrègue que j'ai passé, et puis après je l'ai tellement aimé parce que j'ai eu des bons cours dessus. Du coup, je l'ai relu, je l'ai fait avec tout. À chaque fois que j'ai eu des classes de lycée, ils ont lu Nana, hein, ça je peux te le dire. Et enfin, ils ont lu. Ils ont eu à lire Nana. Et donc dans Nana, il y a rien de cet ordre-là. Et du coup, je me dis peut-être que dans les autres non plus, mais j'ai pas lu beaucoup d'autres. Moi, je pense que justement, ça demande une éducation du regard à la description. Moi, par exemple, je sais qu'avec mes quatrièmes, je fais une séquence sur le naturalisme qui s'appelle L'homme en son habitat, où je choisis quasiment que des extraits où il n'y a aucun personnage. Donc, donc c'est un parti pris. Mais je pense que là, voilà, pour apprécier une description, il faut en avoir les clés, et souvent, donner à voir, ça suffit pas à comprendre une description. En tout cas chez Zola, et par ailleurs, je suis sûre que, moi j'ai pas en tête parce que j'ai une lecture beaucoup plus ancienne de Victor Hugo, mais il me semble que même sa description de la cathédrale, elle doit avoir plusieurs fonctions.
il doit y avoir une fonction symbolique, il y a une fonction d'ambiance, de couleur locale. Pas vraiment. Non, il n'y a pas d'ambiance en fait, du tout. Non, mais en fait, Hugo, c'est très particulier parce que il interrompt son récit, oui. genre fin de la première partie, et t'as vraiment 20 pages, j'exagère peut-être, ou peut-être que c'est pas assez, parce que dans ce bouquin, t'en as deux. T'as la description de Paris, oui. Et la description de la cathédrale qui se transforme, ou alors c'est peut-être deux passages séparés, moi aussi ça fait longtemps, hein, mais qui se transforme en discours sur l'histoire sur le destin de l'art plutôt, et qui passe de l'architecture à l'imprimerie. Et dans ce passage-là, t'as tout un truc sur la cathédrale, mais qui est prise vraiment en tant que telle. C'est-à-dire qu'on parle plus on parle plus du XIVe siècle, et c'est Victor Hugo qui se met à parler de la cathédrale de Notre-Dame pendant 20-30 pages. Oui. Donc il n'y a plus du tout de fonction d'ambiance ou quoi que ce soit à ce moment-là. Après, bien sûr, dans tout le roman, tu as raison, l'Église revient, c'est le cadre de l'action, c'est l'histoire symbolique et tout, mais il y a vraiment ce moment explicite où là, on n'en a plus rien à foutre de l'histoire. Il faut parler de l'architecture. Et je trouvais ça drôle, quoi. Et du coup, est-ce que... comment ? Est-ce que toi, tu as visité Notre-Dame ? Je suis passé très souvent devant. Oui, bah j'imagine. Mais j'ai pas fait de visite. Ouais, t'es jamais rentré dedans ? Je suis rentré dedans une fois. Ouais, moi je suis jamais rentré dedans. Je trouvais ça très grand. Je suis jamais rentré dans Notre-Dame. Ouais, je sais pas, je me demande justement... Bah par exemple là, si j'avais une pulsion et que je relisais Notre-Dame, je me demande ce que ça me ferait ensuite de chercher à retrouver ça en y allant. Alors, je me souviens d'avoir lu Notre-Dame sur un banc à côté de Notre-Dame. J'avais poussé le snobisme ou le dandisme à aller faire ça. En plus, il faisait très froid parce que c'était en octobre. Mais ça m'a pas fait plus... Enfin, tu vois... par contre, oui, je pense il doit y avoir quelque chose... L'art suscite de la parole. Et du coup, quand tu rencontres une description d'œuvre d'art, ça peut être une introduction comme pour Claude Ponty par rapport à toi, ou ça peut être simplement a posteriori aussi une confrontation entre deux façons, deux effets que l'œuvre d'art a fait, deux questionnements, deux rapports subjectifs. Donc c'est toujours du dialogue en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que l'art c'est du sujet, c'est pas de l'objet. C'est pas comment dire, c'est pas un massage, une œuvre d'art. Alors vas-y, explique. C'est pas du plaisir au sens individuel, psychologique. On peut y trouver du plaisir, mais c'est quelqu'un plus ou moins anonyme, dans le cas d'une cathédrale par exemple. Mais l'aspect, on va dire, non rituel, non fonctionnel, donc je vais dire l'aspect artistique, c'est une voix qui s'élève et qui répond à ta propre voix, en fait. Donc c'est pas étonnant que ça suscite autant de discours. Si tu veux comment c'est ça me va. Eh ben très bien. Je vais donc commencer. La ressemblance n'est pas un état. C'est un processus, un cheminement. Le peintre poursuit, degré par degré, un état inatteignable, celui de l'identité, celui de la chose même. Faire ressembler, c'est entreprendre cette aventure vers l'identité de l'autre et la montrer. Le spectacle du tableau est d'abord celui de cette connaissance, comme processus double, partagé entre ce qu'on reconnaît et qu'on connaît, et ce qu'on reconnaît qu'on ne connaissait pas encore, mais qui pourtant a la force de l'évidence. Aristote disait que dans les arts d'imitation, la peinture, la statuaire, la poésie, ce n'est pas le sujet qui plaît, mais, ouvrons les guillemets, plutôt le raisonnement qui fait dire « c'est bien cela », et par suite duquel il arrive que l'on apprend quelque chose, fermez les guillemets.
La magie de la peinture de portrait consiste précisément en ceci, que toute connaissance y est perçue comme une reconnaissance, avec ce sentiment d'un processus sans fin. Bon, déjà, c'est un essai. Oui. C'est un philosophe. Non, je ne lui ferai pas l'affront de l'appeler comme ça. Alors, tu ne lui ferais pas l'affront de l'appeler comme ça. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, a écrit des fictions. Pas que je sache. C'est du 20e. Oui, mais pas seulement. Mais pas seulement. Donc, c'est quelqu'un de vivant. Oui. Bah, vraiment, je ne vois pas. Mais je pense que c'est normal parce que, par contre, maintenant tu connaîtras et tu pourras aller lire si ça t'intéresse. On en parle après. C'est L'odeur de la peinture, l'hypothèse Rembrandt, écrit par Gérard Desson. Ok. Ah bah tu vois, non, effectivement, Donc Gérard Desson, effectivement, c'est pas un philosophe, mais c'est quand même un théoricien. Et donc c'est un livre sur Rembrandt, et j'ai trouvé ce que je cherchais dans un autre de ses bouquins sur la manière, où cette question de la ressemblance, en fait. La ressemblance d'un portrait qui est pas... en fait, dans un autre livre, il dit ce qu'on regarde quand on regarde un portrait, ce n'est pas le portrait de la personne, mais c'est le portrait de la manière, en fait, de l'artiste. C'est vrai que je voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Mais donc, c'est vraiment donc l'odeur de la peinture, tu disais. Ouais, ça s'appelle L'odeur de la peinture, et c'est un essai qui part des jugements portés sur la peinture de Rembrandt, où les gens ont dit à l'époque vraiment que ça sentait la merde. Et il analyse en fait ce que fait Rembrandt en tant que peintre à la peinture, en fait, en comparant un petit peu avec Descartes, etc. aussi. La raison pour laquelle je l'ai choisi, je sais pas ce que t'en penses, c'est ce point de vue sur la ressemblance et l'activité d'un portrait, en fait, d'un tableau. Alors moi, c'est marrant parce que tout de suite, quand t'as parlé de ressemblance, du coup, j'ai pensé à Aristote, et il est cité juste après. Oui. Et ce qui me fait rire aussi, c'est le titre choisi, vu le cycle un petit peu de thème dans lequel on est, que un ouvrage sur la description littéraire d'œuvres d'art s'intéresse dans le titre à son odeur. Ça me plaît bien. Eh bien, je pense que c'est à toi. D'accord. Alors, par qui allons-nous commencer Oh bah voilà, on va commencer léger. Je vais passer complètement à autre chose que toi. Très bien. C'est un extrait de pièce de théâtre, parce que je me suis dit qu'on le faisait assez rarement. Et donc je vais essayer de faire les... Il faut pas dire. Ah oui, d'accord. Bah ça va être difficile de te lire du théâtre sans t'avertir. Effectivement. Donc, comme il n'y a pas de didascalie sur les passages que je vais lire, je vais donc essayer d'alterner les voix. Ouh. Belle épreuve. Belle épreuve. Difficile, donc je demande de l'indulgence. Du hareng fumé au petit déjeuner, tante Elga, serait-ce déjà la Saint-Igmar? Ben c'est un peu ça, hein, écoute. Alors, je commence. Oui, c'est ça. Qu'en dites-vous? C'est curieux. Je l'ai fini le mois dernier. C'était ma période tactile. Les tableaux aussi sont de vous? Voyons un peu. Celui-ci est de moi. Il s'appelle Arc-en-ciel avec un œuf au-dessous et un éléphant. Mais c'est un de mes amis qui a peint le nu. J'ai posé pour lui. Il m'a fait cadeau du tableau. Qu'en pensez-vous? C'est vous qui avez posé? Pourquoi? Vous ne l'aimez pas? Oh, si. Mais vous n'approuvez pas. C'est-à-dire... Vous pensez que c'est mal? Non. Après réflexion. Il y avait une didascalie quand même. Ah. Je suis contente de votre réponse. Je suis sûre que nous allons devenir d'excellents amis. Non, je vois pas. Cette lecture fait suite à une frustration sur l'épisode sur le goût et l'odeur. C'est un extrait d'Harold et Maude. De Colin Higgins. Alors, qui est déjà, on aurait pu alors peut-être pas sur les relectures, mais en tout cas, c'est la pièce de théâtre Harold et Maude qui est une adaptation du film, ce qui est assez rare quand même. D'accord, ouais.
Mais alors c'est drôle parce que la pièce et le film sont assez différents. Mais ils sont du même auteur. C'est l'auteur qui a écrit la pièce. Enfin voilà. Oui. Et c'est vraiment pas mal. Et donc Maud est Harold et Maud, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une histoire d'amour entre une grand-mère un peu rock'n'roll et un jeune homme morbide un peu. Et c'est génial. Vraiment, c'est un parti pris assez particulier. Donc là, j'ai lu parce que ça me faisait un peu rire, voilà, sur la petite vieille qui pose nue et qui choque un petit peu le jeune homme. Mais j'avais surtout été très frustrée d'avoir oublié de citer ce livre quand on a parlé des odeurs, parce que elle invente un odorama où elle essaye de créer des œuvres olfactives qui s'appellent par exemple Rose beef, vieux livre, herbe coupée. Et puis ensuite elle parle de Noël à New York qui sent donc le métro, les cigarettes, le parfum, les châtaignes rôties et la neige. Et voilà, et parce que la description, en fait c'est pas décrit, et comme c'est quand même du théâtre et que c'est amené à être mis sur scène, ça m'aurait beaucoup fait rire de voir comment les metteurs en scène ont manifesté arc-en-ciel avec un œuf en dessous et un éléphant. Voilà, parce que je me dis, du coup ils ont bien dû demander à des gens, à des décorateurs de produire cette œuvre. Bah oui. Et voilà, et je me dis que quand même Colin Higgins et Jean-Claude Carrière qui a adapté le texte en français ont dû s'amuser parce que du coup tu soumets arc-en-ciel avec un œuf en dessous et un éléphant, débrouillez-vous. Très bien. Donc je t'écoute pour ton deuxième. C'est un deuxième extrait en 2 parties. C'est parti. 4. Le repas donné par Assuérus au grand de son royaume. C'est une autre composition de 16 pieds 6 pouces de large sur 9 pieds de haut. Ce n'est pas un repas, le peintre a mal dit. C'est un grand couvert qui attend des convives. On aperçoit à droite et à gauche que quelques subalternes occupés à servir. La table cache les personnages importants. On aperçoit seulement vers le fond quelques sommets de tête. Si, dans un tableau, ce qui occupe le plus d'espace remplit le milieu, arrête l'œil et se montre uniquement en est le sujet principal, la table a ici tous ses caractères. Du reste, même faiblesse de couleur. La forme bizarre du tableau peut avoir forcé la composition, ou bien le peintre a été fort sage de cacher des figures qu'il n'était plus en état de peindre. Deuxième partie. 16. L'auteur avec sa famille. Cet homme a été autrefois très bon portraitiste, mais il n'est plus rien. Le portrait de sa famille est flou, c'est-à-dire faible et léché. Monsieur Nattier, vous ne connaissez pas la tête de vos enfants, certainement elles ne sont pas comme cela. 2 tableaux représentant l'un un Chinois tenant une flèche et l'autre une Indienne. Le costume y est bien observé, j'y consens. Si vous n'avez voulu que m'apprendre comme on était vêtu à la Chine et dans l'Inde, soyez content, vous l'avez fait. Alors, déjà il faut dater ça. Nattier, Monsieur Nattier. On est au 18e ? Oui. Puisque, c'est juste parce que comme j'ai l'impression qu'il s'adresse à Nattier comme à un contemporain. Alors, je n'en ai aucune idée et c'est pas le style, c'est vraiment juste la date. J'ai envie de dire Diderot, déjà parce que je sais que tu l'aimes bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est complètement Diderot, mais c'est complètement. C'est vrai que. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça m'intéresse. Quand tu dis ça n'en est pas le style. Ah non, c'est que c'est pas tu as lu et je me suis dit ça c'est le phrasé de Diderot. C'est je sais que tu es un lecteur amateur de Diderot. Je sais que Diderot a produit des écrits sur l'art au XVIIIe siècle et spontanément j'ai pas d'autres références d'écrits sur l'art au XVIIIe siècle. Donc j'ai envie de dire c'est l'exercice de l'esprit déductif parfait. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est exactement ça, et c'est marrant parce que un des indices qui t'ont permis de trouver, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ces 2 extraits. Le premier extrait ne parle pas de Nattier, mais effectivement, c'est le salon de 1763 dans lequel Diderot décrit son. Mais je trouve que c'est voilà, quand il aime bien, c'est autre chose, mais quand il aime pas. Je trouve ça assez fort, en fait. Et il parle aux artistes. Il
on parlait de dialogue pendant tout l'épisode. Il y a vraiment ce truc, je trouve. Donc bon, dans Natier, il s'adresse carrément à lui, mais il parle à tout le monde. En fait, il parle à quelqu'un. C'est pas écrit pour lui, c'est pas écrit dans un fantasme d'objectivité. Je sais pas. Pourtant, il y a rien dans le premier extrait qui marque explicitement l'interlocution, on va dire, le fait qu'il dialogue. Mais il y a un ton qui fait que ça s'adresse à quelqu'un, et ça, j'adore. Ah oui? Je trouve que c'est ce que j'aime dans Stendhal, c'est ce que j'aime partout. C'est-à-dire que j'ai besoin, bien sûr, de toute façon, toute littérature est une interlocution, mais quand ça ne joue pas à être autre chose, j'adore. On te parle. Voilà. Eric aime que Diderot lui murmure à l'oreille. De manière générale, j'aime bien quand on me parle, j'aime pas me sentir isolé, et du coup, voilà. D'accord. Donc c'était le petit point Diderot, mais du coup tu m'as donné, parce que je les ai pas lus, les salons de Diderot, et en plus je me dis que c'est le genre de choses que tu peux lire à mon avis par extrait. Oui, complètement. Et tu peux le lire même sur wikisource.org si tu veux tout savoir. Oui. Mais voilà, je me dis que c'est irrévérencieusement, ce serait une très bonne lecture de toilette, tu vois. Après, je t'avoue que si t'as pas de quoi regarder les œuvres à côté, parfois t'es un peu paumé. Hein. J'ai pas lu plus que ce que je t'ai lu moi. Hein. J'imagine quand même que autres, mais... la magie du XXIe siècle et du smartphone doit aider ce genre de lecture. Tout à fait. Alors, deuxième extrait. Alors, attention, il y a un piège. C'est une vieille femme de 75 ans, au visage strié de rides, aux cheveux d'un blanc neigeux, aux yeux gris. Elle est vêtue d'une liseuse de soie blanche et porte à l'auriculaire gauche une bague dont le chaton de topaze est taillé en losange. Un livre d'art de grand format intitulé Ars Vanitatis est ouvert sur ses genoux, montrant une représentation en pleine page d'une de ces célèbres vanités de l'école strasbourgeoise. Un crâne entouré d'attributs se rapportant aux cinq sens, ici fort peu canonique par rapport aux modèles habituels, mais parfaitement reconnaissable. Le goût est représenté, non par une oie grasse ou un lièvre fraîchement tué, mais par un jambon pendu à une solive, et par une délicate tisanière de faïence blanche, remplaçant le classique verre de vin. Le toucher par des dés et par une pyramide d'albâtre surmontée d'un petit bouchon de cristal taillé comme un diamant, l'audition par une petite trompette à trous, et non à piston, telle qu'on en utilisait pour les musiques de fanfare, la vue, qui est en même temps, selon la symbolique même de ces tableaux, perception du temps inexorable, et figurée par le crâne lui-même, et s'opposant dramatiquement à lui, par une de ces pendules ouvragées appelées cartels. L'odorat, enfin, n'est pas évoqué par les traditionnels bouquets de roses ou d'œillets, mais par une plante grasse, une sorte d'enture naine dont les inflorescences bisannuelles dégagent un fort parfum de myrrhe. Donc là, c'est bien parce qu'on a dans nos exemples typiquement la description d'une œuvre d'art. Oui. Mais alors, qui pourrait raconter ça? Ouais, non, je vois pas. Hein. Eh ben, c'est encore mon copain Pérec. Ah. C'est la vie mode d'emploi. D'accord. Et ce que la vie mode d'emploi a comme particularité de ne décrire que des scènes figées dans les appartements. Et du coup, ce qui me faisait beaucoup rire, c'est que la description de Madame de Beaumont, là, je t'ai lu tout un gros passage. En fait, j'ai juste enlevé la première phrase qui est « Madame de Beaumont est dans sa chambre à coucher, assise au fond d'un lit de style Louis XV, calée dans 4 oreillers finement brodés. » C'est une vieille femme. Et ce qui me faisait beaucoup rire, c'est que finalement, la partie qui ne décrit pas une œuvre pourrait être une description d'œuvre, presque. Ah ouais, complètement. Voilà. Et finalement, la vie mode d'emploi, ça pourrait carrément à chaque fois être une description d'œuvre. Parce que là, la description de Madame de Beaumont, ça pourrait être un portrait. Et par contre, elle a piégé. Voilà, elle a cette œuvre elle a ce livre sur ses genoux qui représente une œuvre d'art. Et voilà, moi, ce qui me faisait rire, c'est comment la description d'une femme, d'un personnage du livre,
se fait sur le même ton et avec le même style que la description de l'œuvre d'art en elle-même. Ouais, c'est sûr qu'il y a une ressemblance. Une fois que c'est passé dans la moulinette du discours, on est un peu perdu, on ne sait plus où s'arrête la réalité et où commence le tableau. Voilà, et c'est ça qui me plaisait. C'est que vraiment, on pourrait être en train de décrire un tableau dans lequel il y a un tableau. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai cru. Bah, c'est à moi, je crois. Oui. Ces corbeaux peints 2 jours avant sa mort ne lui ont, pas plus que ses autres toiles, ouvert la porte d'une certaine gloire posthume, mais ils ouvrent à la peinture peinte, ou plutôt à la nature non peinte, la porte occulte d'un au-delà possible, d'une réalité permanente possible, à travers la porte par Van Gogh ouverte d'un énigmatique et sinistre au-delà. Il n'est pas ordinaire de voir un homme, avec dans le ventre le coup de fusil qui le tua, fourré sur une toile des corbeaux noirs avec au-dessus une espèce de plaine livide peut-être, vide en tout cas, où la couleur lit de vin de la terre s'affronte éperdument avec le jaune sale des blés. Mais nul autre peintre que Van Gogh n'aura su comme lui trouver, pour peindre ces corbeaux, ce noir de truffe, ce noir entre guillemets de gueuleton riche, et en même temps comme excrémentiel des ailes des corbeaux surpris par la lueur descendante du soir. Et de quoi en bas se plaint la terre sous les ailes des corbeaux fastes, fastes pour le seul Van Gogh sans doute, et, d'autre part, fastueux augure d'un mal qui, lui, ne le touchera plus. Car nul jusque-là n'avait comme lui fait de la terre ce linge sale, tordu de vin et de sang trempé. C'est beau. C'est beau, hein? C'est très beau. Je trouve ça très très beau. Je suis content déjà. Ah non, mais je trouve ça très beau, très, très bien écrit. En plus, j'ai bien le tableau en tête. Mais alors, qui peut dire ça? Vraiment, j'ai pas d'idée. Je trouve ça très beau. Très bien. Mais ça ne me rappelle rien. Eh bien, c'est un petit texte de 1947 qui s'appelle « Van Gogh, le suicidé de la société ». Ah, Artaud? Eh oui. Alors, je l'ai pas lu. Eh ben, je te le conseille. Eh ben, donc oui, Artaud qui parle de Van Gogh, c'est vrai que le programme semble appétissant. Voilà. Et que tout ça pour revenir à l'épisode de la dernière fois, je suppose. Sur les marginaux. Non, mais c'est absolument la façon qu'il a à la fois de... Bon, déjà dans ce texte, je sais pas si moi je l'ai choisi évidemment pour illustrer cette fois-ci quelqu'un qui parle de peinture et qui en parle de manière tellement... Alors voilà, tu me demandais en fin de deuxième partie si une œuvre... si j'avais une rencontre comme ça, là, pour le coup, j'avais déjà vu et adoré Van Gogh avant Artaud, mais il t'en parle d'une façon tellement incroyable. Alors, je passe au mien. Alors, il s'agissait d'une reproduction, bien sûr, mais même sur la vieille photo ternie, il resplendissait dans l'isolement de sa propre lumière, si étrangement moderne. Copie d'artiste, a expliqué Obi. Le Manet aussi. Rien de spécial, mais... Il a croisé les mains sur la table. Ces tableaux représentaient une grande partie de son enfance, la plus heureuse, avant qu'il tombe malade. Enfant unique, chouchouté, et gâté par les domestiques. Et... Obi a fermement croisé les bras et tapoté ses lèvres avec son index. Il avait pour habitude de raconter comment, les grands tableaux, il est possible de les connaître en profondeur, de presque les habiter, même par le biais de copies. Il y a chez Proust un passage célèbre où Odette ouvre la porte avec un rhume, elle boude, ses cheveux sont défaits, pas peignés, sa peau est tachetée, et Swann, qui ne s'est jamais soucié d'elle jusque-là, en tombe amoureux parce qu'elle ressemble alors à un Botticelli, une fille sur une fresque légèrement endommagée. Que Proust lui-même ne connaissait que d'après une reproduction. Il n'avait jamais vu l'original, qui est dans la chapelle Sixtine. Mais malgré tout, le roman entier tourne en quelque sorte autour de ce moment. Les défauts font partie de l'attirance, les joues brouillées du tableau. Même au travers d'une copie, Proust était capable de re-rêver cette image, de remodeler la réalité avec elle, d'offrir quelque chose au monde qui lui soit tout personnel. Parce que la ligne de beauté est la ligne de beauté, peu importe qu'elle soit passée 100 fois à la photocopieuse. C'est une traduction. D'accord.
quelqu'un qui a lu Proust. Non. Alors, c'est une traduction par Edith Soonkind de Donatarte le Chardonneret. Ah, Alors, il y a eu une adaptation cinématographique de ce roman l'année dernière, je crois. Je l'ai pas vu. Okay. Donc, je pense qu'on a reparlé du roman à ce moment-là. C'est un roman américain. Et je suis allée le chercher parce que tout le roman... Alors, c'est un roman de vacances, tu vois. Ma mère m'a offert ça pour fêter la fin de la grecque. Pour que je me change les esprits, vraiment. Et en gros, Theo Decker, le héros, qui a 13 ans, suite à un drame, se retrouve en possession du Chardonneret, qui est un tout petit tableau d'art flamand. Et bon, c'est pas un polar, hein, mais c'est... Enfin, le fait est que c'est un roman très actuel, mais qui tourne autour de la description et de la possession de ce petit tableau. Bon, voilà, c'est un roman qui m'avait beaucoup plu et qui est vraiment très narratif. Hein. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est l'histoire. Hein. Tu lis comme tu regardes une bonne série. Mais justement, j'ai jamais accordé autant. J'avais déjà vu ce tableau de ce petit oiseau là sur un pan de mur jaune. Et depuis, je peux plus voir ce tableau sans penser à ce roman. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, je voulais chercher la description de l'oiseau dans le roman et je l'ai pas trouvé. Et je suis par ailleurs tombée sur cette page sur Proust. Et je me suis dit, moi qui ne voulais pas citer Proust, c'était un moyen de botter en touche. Bah, très bien. Bon, tu l'as déjà fait finalement, en parlant de l'église de Balbec, mais... Oui, bah, c'est ce que je dis, on n'y échappe pas. Hein. Ouais, on n'y échappe pas. Bah oui, donc je pense que la synthèse, la conclusion de notre premier aperçu des arts visuels dans la littérature, c'est que la littérature parasite tout le reste, empêche de ne plus penser aux œuvres littéraires quand on voit un tableau, et va jusqu'à s'approprier même la peinture comme catégorie littéraire. On y reviendra, hein, ça devient le cliché, mais en attendant, la prochaine fois, nous allons parler d'une expérience de lecture, et on va parler même de ce que ça fait quand on lit dans une langue étrangère. Bah voilà, donc effectivement, ça va me plonger dans quelques souvenirs, ça va très largement, à mon avis, restreindre mon corpus, mais ça me plaît bien. Très bien. Et bah donc, en attendant, vous pouvez nous contacter. On a une page Facebook qui s'appelle Nos langues dans ton oreille, mais qu'on peut trouver sur Facebook en tapant simplement NLDTOpod, pardon. Et c'est la même chose pour Twitter, @NLDTOpod. Sur Insta, comment on fait, Isabelle ? Sur Insta, on cherche Nos langues dans ton oreille, dans ton oreille, tout simplement. Et régulièrement, je poste une photo de bouquin, voilà. N'hésitez pas à venir la regarder. C'est la même chose si vous voulez nous envoyer un mail, hein, c'est noslanguesdanttonoreille@gmail.com, tout simplement. Voilà, bah écoutez, il nous reste à vous souhaiter un bon déconfinement, j'ai envie de dire, soyez prudents. Et quoi d'autre ? Ah bah moi c'est des bisous et des léchouilles et puis c'est tout. Voilà, très bien. Voilà.